On a accueilli quoi? Quelques centaines de milliers de personnes. On est 67 millions d'habitants. L'Europe, c'est 480 millions d'habitants. On a accueilli quelques millions de personnes. C'est une partie infime dans la première puissance économique du monde. Enfin, voilà, on a la capacité à accueillir ces personnes-là et surtout à les accueillir dans d'autres conditions que celles qu'on a aujourd'hui. Député Europe Écologie Les Verts, Damien Carême a été maire de Grande-Synthe près de Calais pendant 18 ans. Il prône une politique d'accueil des personnes exilées qui s'est concrétisée sur sa commune par l'installation d'un camp humanitaire avec Médecins sans frontières en mars 2016. Depuis, il défend la possibilité de l'instauration d'une véritable politique d'accueil française. Alors, cela ressemblerait à quoi une France qui accueille? Voici notre entretien. C'est un état d'esprit qu'on impulse. Un élu, c'est un état d'esprit. Je le vois dans les villes accueillantes. Le maire dit « oui, nous on est favorable à un accueil inconditionnel ». Ça met un état d'esprit dans la population. Et du coup, il y a des centaines de personnes qui se disent « bah oui, on est d'accord ». Et finalement, ceux qui s'opposent à ça, ils deviennent minoritaires. Voilà, on voit bien que la majorité silencieuse s'approprie la thématique à un moment. Donc, un pays accueillant, c'est un pays qui n'en fait pas un problème, c'est un pays qui met la solidarité, la fraternité au cœur d'un projet politique. C'est une France où voilà, on fait de la rencontre, on fait une richesse vraiment, cet apport des populations extérieures. Et c'est ça qui me porte, parce que si on écoute l'État, si on écoute les États européens aujourd'hui, c'est triste. On arrive dans une surenchère par rapport à l'extrême droite qui est nauséabonde. Et je la dénonce depuis longtemps, mais là encore plus au niveau européen. Mais derrière, je ne sens pas du tout la société française dans cette optique-là, enfin dans la voie que choisissent les gouvernants. Je pense que c'est électoraliste, c'est pour aller grignoter des voix à l'extrême droite aux prochaines élections, mais sur le fond, c'est pas la préoccupation des Français. D'ailleurs, il y a plein de sondages qui le prouvent. Le débat sur les gilets jaunes, le grand débat qu'il y a eu, la migration a été énoncée parmi les revendications des gilets jaunes, mais pas du tout en première position, en 10e ou en 15e position. Quel est le seul débat que le président de la République a mis en débat à l'Assemblée nationale? C'est le thème de la migration. C'est réellement une utilisation à des fins politiques de ce sujet-là. Parce que regardez partout en France où il y a de l'accueil, où il y a un accueil organisé avec l'État, ce qu'on réclame, puisque c'est dans ses prérogatives, c'est l'État qui doit payer, mais où il y a les collectivités qui sont présentes et où il y a les citoyens qui sont présents, on n'entend jamais parler de ce problème. On n'entend jamais parler de problème quand c'est bien organisé. On va toujours chercher des images, et c'est toujours la source du débat sur la migration. On va à Calais, on va sous les ponts à Paris parce que la situation n'est pas suffisamment... on ne fait pas suffisamment face à la présence de ces exilés sur le territoire, et dans quelques endroits en France. Donc on va toujours se servir de ça, mais on ne va jamais voir les milliers d'autres lieux où l'accueil se passe bien dans notre pays. Et on a besoin de les accueillir. Pourquoi ? L'Office international de la migration dit que partout dans le monde, à observer, 87% de la migration se font dans les pays limitrophes. Les Syriens sont d'abord partis au Liban, par exemple. Donc, il y a besoin d'accueillir qu'une petite partie. Et on a besoin de les accueillir. C'est pareil de ce qui se passe en Afghanistan. En Iran, il y a déjà 2 200 000 Afghans derrière. Je ne sais plus combien au Tadjikistan et je ne sais plus combien non plus au Pakistan. Mais ils ne pourront pas accueillir tout le monde. On a besoin de prendre notre part aussi à cet accueil-là derrière. Donc c'est important pour des équilibres qu'on l'ait. Donc on n'accueille qu'une petite partie de cette migration internationale. Voilà, donc on est loin de grands remplacements et de ces thèses-là. Pourquoi on a si peur de bien accueillir, finalement ? Ah, mais je pense que c'est uniquement parce qu'on cède aux sirènes de l'extrême droite. C'est uniquement sur cette thématique-là. Et on les rend responsables de tous les maux de la société. Mais c'est quoi ces mots-là ? Moi, quand j'ai accueilli sur le camp de Grande-Synthe, on m'avait dit, c'était en 2015, juste à l'époque des attentats, dont on célèbre malheureusement l'anniversaire aujourd'hui et le procès s'ouvre aujourd'hui. Et on m'avait dit, mais parmi ceux qui arrivent, il y a des terroristes derrière. Pendant 5 ans, ça fait depuis 2015, aujourd'hui on est en 2021, ça fait 6 ans, il n'y en a aucun qui était un terroriste de ceux qui étaient là. Il n'y a jamais eu un fait de délinquance sur la voie publique lié à la présence de ces personnes-là sur le territoire. Donc on agite les fantasmes souvent, mais la réalité est tout autre. Donc voilà, c'est vraiment une utilisation politicienne du thème de l'immigration. Il y a un exemple qui est extrêmement intéressant, c'est les élections qui viennent d'avoir lieu en Allemagne. La migration n'a pas été du tout un sujet de campagne, et on connaît la position d'Angela Merkel, avec laquelle je ne partage pas beaucoup de choses, mais sur la migration, elle a eu des actes courageux. Eh bien, ça n'a pas été un thème de campagne, et l'extrême droite a baissé dans le résultat. Donc voilà, chez nous, on est en train de faire l'inverse, on est en train de faire le lit de l'extrême droite, parce que l'extrême droite applaudit aujourd'hui sur la politique migratoire de la France.
Je l'entends pas critiquer la politique migratoire de la France, parce qu'on est en train de faire finalement la politique qu'elle demande. On est en train même d'utiliser la rhétorique de l'extrême droite. Le phénomène d'appel d'air, c'est quelque chose qui a été impulsé, c'est François Gémen qui dit ça, a été mis dans le débat public par l'extrême droite. Et tout le monde en parle aujourd'hui, ministre de gauche comme ministre de droite. Mais cette théorie-là n'existe pas. Dans la pratique, elle n'existe pas, elle ne vérifie pas. Et est-ce qu'on est envahi ? Mais non. Enfin, voilà, le flux migratoire, toute cette rhétorique-là est extrêmement... Le grand remplacement de Zemmour, mais il faut arrêter avec ça, quoi. On a accueilli quoi ? Quelques centaines de milliers de personnes. On est 67 millions d'habitants. L'Europe, c'est 480 millions d'habitants. On a accueilli quelques millions de personnes. C'est une partie infime dans la première puissance économique du monde. Enfin, voilà, on a la capacité à accueillir ces personnes-là et surtout à les accueillir dans d'autres conditions que celles qu'on a aujourd'hui. On parlait d'une politique d'accueil, à quoi elle ressemblerait. Donc de la pédagogie, la rencontre, ce serait ça si on devait... Mais bien sûr. Alors, quand est-ce que les fantasmes disparaissent ? Quand on provoque la rencontre entre un accueilli et un accueillant. Et à partir de là, tout ce qu'on dit sur la migration, sur les mecs qui sont des terroristes, ça tombe. La relation humaine, moi je l'ai vu quand les gamins exilés venaient dans les écoles de la ville, les échanges entre les parents d'élèves et les enfants, mais ça a provoqué des choses extraordinaires. Et partout en France, ça se passe comme ça. Dès qu'il y a un contact, on n'est pas dans le fantasme, on ne connaît pas, on a peur, etc. Donc ça, c'est la première chose. C'est la pédagogie qu'il faut faire autour de l'accueil. Moi, je fais le parallèle avec un autre débat qui est celui de la Convention citoyenne pour le climat. Quand on a pris 150 personnes qui n'étaient pas forcément des écolos, qu'on a formées, entre guillemets, pendant 6 mois, à raison de 3 jours par semaine, sur le problème de l'écologie. Quand on voit le résultat final, je me dis, mais faisons la même chose sur la migration. Formons, et si, au lieu de 150 citoyens, on faisait ça avec 67 millions de Français, à la télé, ailleurs, plutôt que d'aller nous foutre des chroniqueurs à la télévision pour vendre des publicités par derrière, eh ben on aurait un autre changement d'esprit qui arriverait. Si on donnait la vraie part des choses, si on donnait les vrais chiffres, si on faisait cette éducation populaire en France, sur la migration comme sur le climat, on n'aurait pas ces réactions-là, et peut-être que du coup, les hommes politiques changeraient leur fusil d'épaule en la matière. Moi, je suis un grand optimiste et je garde espoir parce qu'effectivement, je vois cet élan de solidarité de la part de la population française qui est quand même énorme. Alors, c'est vrai que l'implication des militants à Calais depuis les années, fin des années 90 est énorme et que ça aussi, l'État joue consciemment sur la fatigue, l'épuisement de ces bénévoles-là en disant quand les bénévoles seront partis, on pourra faire ce qu'on veut, on sera moins emmerdés, etc., etc. Ça, c'est une volonté délibérée de la part de nos dirigeants d'utiliser ça comme l'invisibilisation par le démantèlement successif. Ça, c'est vraiment quelque chose de constant de la part du gouvernement. Alors, il faut garder espoir, il faut continuer, il faut aller... Ceux qui ne sont pas impliqués aujourd'hui peuvent aller donner un coup de main. Et puis à un moment, il faut voter, quoi. Parce que moi, je crois à la démocratie. Et qu'à un moment, il faut aller aussi vers des gens qui ont des réponses à cette situation-là. Parce que c'est quand même le b.a.-ba de notre vie en société. C'est comment on respecte l'autre, comment on vit ensemble dans cette société. Et est-ce qu'on peut... Et moi, j'étais à Grande-Synthe très frappé dans des remontées de la population quand je voyais pourtant une population pauvre dans cette ville, 28% de chômage, 33% des foyers sous le seuil de pauvreté. Et quand ils voyaient les images de la situation indigne où vivaient les exilés qui étaient arrivés à l'époque, ils m'avaient dit « Mais monsieur le maire, on ne peut pas laisser ces gens-là dans cette situation-là. » Et ouais, c'est exactement ça. C'est le bon sens populaire, j'allais dire, et puis cette solidarité qui doit s'exprimer. Il ne faut surtout pas lâcher le combat. Il ne faut surtout pas perdre ce combat, parce que sinon, c'est le totalitarisme qui arrive au pouvoir, et moi, j'en veux pas, je refuse ça. Donc, il faut continuer cet engagement. Il faut se dire qu'on n'est pas seul, que partout en France, il y a des centaines, des milliers de gens qui font comme nous, comme les uns, comme les autres, à leur niveau, avec l'engagement qu'ils peuvent donner. J'ai vu à Lyon, où je participais à une semaine de la solidarité il y a quelques jours, une dame qui disait qu'elle avait accueilli, mais qu'elle ne se sentait pas un petit peu de temps. Elle ne se sentait pas en capacité d'accueillir pendant 1 an, parce qu'elle avait sa vie de famille, elle avait une fille, qu'elle voulait préserver ça aussi. Mais ouais, mais c'est déjà bien, quoi. On accueille 1 semaine, on accueille même 1 jour. Et il y a des associations où ils visent 100 personnes pour accueillir 1 personne, 100 bénévoles pour accueillir. C'était à Rochefort que j'ai vu ça. Donc voilà, ils se partagent 2 nuits, 3 nuits dans l'année où ils accueillent un exilé chez eux, dans leur maison. Et ben ça, c'est une richesse qu'il faut qu'on garde. C'est surtout la France telle que je l'aime moi et que je la défends aujourd'hui. Et franchement,
Ça vaut le coup de se battre pour ça. Ça vaut le coup de continuer à s'investir dans ces combats. Et, il faut aller prendre le relais de temps en temps de ces bénévoles qui sont épuisés. À Calais, mais à Grande-Synthe, c'est la même chose. C'est les mêmes personnes depuis 2002, 2003. Et c'est vrai qu'elles sont fatiguées à certains moments, qu'elles ont envie de baisser les bras. Et puis qu'il y a des jeunes qui arrivent de temps en temps pour prendre le relais. Et il faut continuer à essayer de maintenir cette situation-là. Et ce pays a su le faire quand on en revient aux années 70 avec les Boat People, ils étaient près de 200 000 et on a eu des discours politiques empathiques, on a eu de l'accueil et de l'intégration et ça a fonctionné. Pourquoi est-ce qu'on ne veut plus ou est-ce qu'on n'y arrive plus ? Parce qu'aujourd'hui, l'immigration est instrumentalisée à des fins politiques et le but, c'est le deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est unique, il ne faut pas aller chercher plus loin. Il n'y a aucune empathie dans la politique du gouvernement aujourd'hui. Aucune. Il y a un calcul sordide, cynique, d'utilisation de la migration. Voilà, je le dis comme je le pense, et il n'y a pas d'autre explication que de voir des gouvernements dits démocratiques s'enfermer dans cette... On n'a rien à envier à Orban ou à Kaczynski en Pologne. On a, sous couvert d'être plus ouvert, à peu près les mêmes agissements qu'eux. Cette politique tue, donc ok, c'est électoraliste, mais là, il y a vraiment... Oui, mais ils s'en foutent des morts. Ils s'en foutent des morts. Il y a le petit Elan, en septembre 2015, qui a ému toute l'Europe, la terre entière même. Moi, il y a à Grande-Synthe, une famille qui était à Grande-Synthe, qui a essayé de passer sur un petit canot en octobre l'année dernière. La famille a péri, on a retrouvé les corps de 3, des parents et d'un petit. Et le petit de 15 mois, on a retrouvé son corps il y a quelques semaines en Norvège. Son corps avait dérivé sur 1400 km. Qui en a parlé ? Est-ce que ça fait la une d'un média ? Donc il y a une forme d'assimilation de la violence et d'accoutumance à cette violence qui est terrible. Et peut-être qu'on n'a pas assez raconté cette histoire-là dans les médias non plus, pour essayer de sensibiliser et d'attirer un peu d'empathie sur cette situation-là. Mais aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Et alors surtout les gouvernants. Pour conclure et synthétiser, il est possible de défendre cet autre monde face au populisme, réellement ? Et qu'est-ce que ça impliquerait ? C'est de donner la vérité. Moi, on a fait une évaluation de la procédure Dublin. Dans un texte qu'on a fait le Parlement, ce qu'on appelle des rapports d'initiative. C'est le Parlement qui se dit, tiens, on va faire l'évaluation d'un dispositif. Comme on devait avoir une proposition d'un nouveau dispositif, on va faire l'évaluation. On a fait une évaluation où tout le monde, à 70% du Parlement, on a voté en disant c'est une catastrophe, le dispositif Dublin actuel. 70%, il n'y a que les fachos qui n'ont pas voté pour le texte. Et à la fin de ce texte, j'ai fait mettre, moi, ce que c'était que la migration en termes de chiffres, ramener à la population. Et c'était minime. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que quand je l'ai fait mettre et que la rapportrice, elle a montré le texte final, il y a l'extrême droite qui a dit non, nous on est contre ce chiffre-là, enfin contre ce paragraphe-là dans le texte, parce que ça amoindrit le problème. Non, ça amoindrit pas le problème. C'est les faits. Ça montre que c'est pas un problème derrière. Voilà, donc il y a moyen d'expliquer et de faire en sorte que les choses se fassent bien et qu'on arrive à accueillir cette personne dans d'autres conditions que ce qui se passe aujourd'hui, qu'on arrête de pactiser avec la Libye, avec l'Iran, avec le Pakistan, qui sont quand même pas des patries des droits de l'homme reconnues, pour garder les migrants avec eux, qu'on va payer en plus. Qu'on va payer. Alors qu'on se pose aujourd'hui de savoir si on va donner des subventions avec la Hongrie ou à la Pologne, parce que en matière de justice, en matière de droits des femmes, etc., on est sur un recul de ces politiques-là. Et là, on va payer des pays qui manient le nucléaire, qui sont le pays de formation des talibans, etc. Enfin, c'est complètement... C'est abject, enfin, c'est intolérable. Et ça, pour se passer de ça, il faut qu'on prenne en charge. Et prendre en charge, ça représente une infime partie et on a la capacité de faire. Merci. Pour terminer, un point sur l'Envita. Ouais. M'expliquer pourquoi vous l'avez lancé et où on en est aujourd'hui. Est-ce que des maires s'en saisissent ? Est-ce que ça, c'est porteur d'espoir ? L'Association nationale des villes et territoires accueillants qu'on a fondée, c'était en 2018. L'idée étant de se déclarer accueillante, ville accueillante, territoire accueillant, et avec un principe où il y a l'État, où il y a la collectivité et où il y a les citoyens. Et quand ces trois ingrédients sont réunis, l'accueil se passe sans aucun problème. Et puis des fois, quand l'État est défaillant, comment les villes s'engagent avec les citoyens.
L'idée, c'était de faire en fait un échange de bonnes expériences, de pouvoir se rencontrer sur les problématiques d'hébergement, de santé publique, etc., des collectivités, puisque c'est une association d'élus et de territoires. Il y a eu les élections municipales qui n'ont pas forcément permis des choses. Et depuis les élections municipales, on est aujourd'hui 60 villes, des petites de 300 habitants jusqu'aux grosses comme Paris, comme Strasbourg, comme Lyon, comme Marseille, comme Bordeaux, des villes intermédiaires, plus petites. Et l'idée, c'est vraiment de réclamer un accueil inconditionnel dans les collectivités, avec des particularités, j'allais dire, de chacune des villes. Quand on voit ce qui se passe à Briançon, à Bayonne, c'est des gens qui rentrent mais qui ne veulent pas rester, qui veulent continuer leur parcours migratoire. Quand on voit sur Grande-Synthe, Calais et d'autres, c'est des gens qui veulent partir mais qu'on bloque sur place. Et puis ailleurs, c'est des problématiques parfois de logement, parce que les gens veulent s'intégrer, social, professionnel ou autre, avec des fois une sous-capacité d'accueil. C'est ce qu'on voit dans les grandes villes notamment, mais il y a beaucoup d'accueil déjà qui se fait à Paris. Il faudrait travailler de manière plus large sur le territoire pour faire en sorte que ces personnes puissent trouver des lieux où habiter et où travailler par la suite. Voilà, on échange les expériences, on se qualifie en matière de beaux possibles. Par exemple, quand il y a des squats, comment on peut passer un bail avec une association très limitée qui rentre dans les clous légalement. C'est toutes les procédures, loi CAS par exemple, avec Emmaüs qui peut embaucher des gens qui sont sans papier. C'est plein de choses, d'expériences qui sont échangées, des erreurs qui ont été commises, pas. Et donc il y a une belle dynamique au sein dans l'Envita, c'est en constante évolution et on devient de plus en plus attractif. Il y a de plus en plus de villes qui demandent à nous rejoindre et je trouve ça plutôt favorable. Moi. Et donc après, l'idée c'est de faire un rapport de force avec l'État quand on sera suffisamment représentatif. Là, on fera un rapport de force avec l'État pour dire non, vous ne pouvez pas dire qu'on ne peut pas accueillir en France. Nous, on dit qu'on a les capacités de pouvoir accueillir. Nous, on met à disposition un certain nombre de choses, à l'État de prendre ses responsabilités. Mais si vous n'accueillez pas, c'est vous, l'État, qui ne voulez pas accueillir. Ce n'est pas les collectivités, ce n'est pas les Français. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les dernières élections, puisque ce n'était pas le cas pour les élections de 2014, mais pour les élections de 2020, c'était l'adhésion à l'Envita. Et donc cet état d'esprit-là était annoncé par les candidats aux élections et ils ont gagné les élections. Donc c'est en ça que je dis que les Français, finalement, ça leur fait pas si peur que ça et que quand on crée un terrain favorable, l'esprit est là. Qu'est-ce que c'est l'accueil inconditionnel ? C'est d'éviter que quiconque dorme dans la rue, quelle que soit sa situation. Moi, j'ai repris ça à Grande-Synthe parce qu'à Grande-Synthe, il n'y avait pas de SDF. Dès qu'il y avait une situation sociale qui faisait qu'en fait, sociale ou personnelle, une femme qui se faisait virer de chez elle, qui se retrouvait à dormir dans sa voiture, tout de suite, on allait et on trouvait une solution d'hébergement à cette personne. Parce que je ne veux pas qu'on oppose, on en fait plus pour les migrants que pour nos SDF. On a capacité aujourd'hui, parce que la Fondation Abbé Pierre, tous les ans, dans son rapport sur le mal logement, on sait combien il nous faut de logements en France. Là aussi, c'est un manque de volonté politique d'endiguer définitivement ce phénomène pour que plus personne ne dorme effectivement à la rue, qu'on soit de passage ou qu'on soit résident dans ces villes.